Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur notre webinaire sur les clés pour sécuriser la trésorerie de votre agence en cas de difficultés financières. On va pouvoir commencer d'ici quelques secondes. On vous laisse le temps encore d'arriver. N'hésitez pas à nous indiquer voilà, d'où vous nous écoutez et puis nous dire un petit mot sur le chat. Comme ça, vous voyez où on peut interagir sur ce webinaire. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver sur le webinaire, donc on va pouvoir commencer d'ici quelques secondes. Bonjour Vanessa. Alors, comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Vous recevrez automatiquement le replay par mail à la fin du webinaire. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas le temps de prendre de notes. Il y a pas mal de choses qui sont indiquées sur les slides, donc pas d'inquiétude, tout sera envoyé par mail. Aussi, vous avez l'onglet de chat sur lequel vous pouvez échanger avec nous poser des questions. On essaiera, enfin surtout Mohamed, essaiera d'y répondre au fil de l'eau ou bien à la fin du webinaire. On se gardera quelques minutes aussi pour échanger si vous avez d'autres questions. Et enfin, on est ensemble pour à peu près une petite demi-heure. On va essayer de pas dépasser pour que vous puissiez partir en pause déjeuner à midi. Donc, on va essayer de faire le plus court possible tout en vous donnant toutes les informations. Donc, pour ce webinaire, on a l'honneur de recevoir Mohamed Bouzenada, qui nous vient du cabinet d'avocats Bunch. Mohamed, si tu veux te présenter un petit peu plus et puis présenter aussi le cabinet Bunch. Merci beaucoup, Roxane. C'est un vrai plaisir d'être là. Je suis MyNotary depuis longtemps, donc c'est un peu une chance. Donc merci pour cette tribune que tu m'offres. Quelques mots. Donc moi, je suis avocat. J'exerce en droit des affaires à Lyon et à Paris. Avant de parler de mon cabinet, je vais vous parler rapidement de moi et de pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. J'exerce dans une activité qui est un peu particulière et qui a beaucoup de sens aujourd'hui et peut-être beaucoup d'impact. C'est l'accompagnement d'entreprises en difficulté. J'accompagne les entreprises qui sont confrontées à des difficultés structurelles, conjoncturelles et avec lesquelles on essaie de trouver des solutions. Le petit plus et ce qui fait un peu ma force entre guillemets, c'est que en plus d'accompagner les entreprises en difficulté, j'accompagne parfois aussi les repreneurs d'entreprises en difficulté ou les créanciers d'entreprises en difficulté. Donc j'arrive à avoir un spectre assez large et avoir ce rôle un peu schizophrène de connaître tous les acteurs, de travailler parfois avec tous les acteurs, donc de parler la langue de chacun. Donc ça, c'est c'est ma pratique quotidienne. Je suis dans un cabinet qu'on a fondé il y a quelques temps déjà et qui s'appelle Bunch Avocat. On est, comme je vous l'ai dit, un cabinet basé à Lyon et à Paris. L'essentiel quand même de notre activité est à Lyon, mais on a une forte présence à Paris et après on rayonne partout en France. Je pense un peu comme vous tous autour de ce chat. Notre singularité, c'est qu'on est un cabinet agile et un cabinet d'entrepreneurs. Alors dit comme ça fait un peu marketing et un peu facile, mais c'est vraiment la réalité de notre activité parce qu'on essaye, nous, d'offrir une excellence avec des standings très élevés. On vient tous de gros cabinets anglo-saxons, donc avec une présence internationale, mais on essaie de démocratiser cette gamme de services à des clients plus small ou mid, donc avec des prix plus attractifs, une disponibilité qui est vraiment le maître mot chez nous. Plus que tout, l'idée, c'est que vous ayez en face de vous un avocat disponible dont vous avez le portable, à qui vous pouvez envoyer un SMS et qui vous répond rapidement. Donc voilà un petit peu sur qui je suis et qui est mon cabinet. Et encore une fois, merci pour ton accueil, Roxane. Merci à toi. On va pouvoir un peu rentrer dans le vif du sujet. On le sait, la situation, le marché actuel est un peu compliqué. C'est une surprise pour personne. Il y a une grosse baisse du nombre de transactions, mais avec un nombre d'agences, de professionnels de l'immobilier qui a cessé quand même d'augmenter ces dernières années. Donc voilà, il y a des agences qui sont en difficulté. Mais avant de pouvoir donner un peu les clés pour limiter ces difficultés financières, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les indicateurs qui permettent de se situer un peu en termes de difficultés financières? Bien sûr. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque c'est la slide qui est devant vous. Effectivement, avant de vraiment savoir ce qu'on peut faire, l'idée, c'est quand même de diagnostiquer
vous verrez pendant cet échange, on utilise beaucoup le vocabulaire un peu de la médecine. Moi, je me considère un peu comme un avocat urgentiste. Parce qu'on est confronté à des urgences. Une entreprise, c'est un être humain quelque part, hein, c'est un corps avec des organes, etc. Et donc, avant de vraiment soigner, il faut savoir ce qui ne va pas. Donc, dans ce qui ne va pas, il y a plusieurs difficultés. Elles peuvent être d'ordre financier, opérationnel, réglementaire, social, ou même, ça peut être des cas de force majeure. Hein. Vous avez votre entreprise qui brûle. Bon, voilà. Parmi les difficultés financières, le nerf de la guerre, c'est quand même la trésorerie. Donc, ça doit être un indicateur permanent. Dès que vous vous rendez compte que vous approchez d'un niveau zéro de trésorerie, c'est que là, c'est à partir de ce moment-là que les difficultés augmentent et il y a un effet boule de neige qui s'installe, notamment parce qu'on n'arrive pas à payer ses échéances bancaires, on n'arrive pas à payer son loyer, on a du mal parfois avec les salariés. Donc ça, c'est ce qui doit un petit peu vous alerter. Alors, les difficultés financières, c'est pas l'origine des difficultés. Souvent, elles sont multifactorielles. Dans le cadre de votre activité, et je le sais parce que j'en accompagne pas mal d'entre vous, il y a des difficultés qui sont d'ordre aussi réglementaire. Donc, quand vous avez des investisseurs qui sont contraints, qui font plus de locatifs, quand vous avez le marché de la vente qui s'effondre avec des taux d'intérêt qui augmentent, quand vous avez également des banques qui jouent plus le jeu et donc qui ne financent plus, là aussi, ça fait une perte de chiffre d'affaires. Donc les difficultés, elles sont nombreuses. L'idée, c'est vraiment d'arriver à les recenser au moment opportun et de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Vous allez voir, et c'est un peu la nature de l'échange qu'on va avoir ce matin, c'est que s'il devait y avoir une chose que vous deviez retenir de cet échange, c'est vraiment agir tôt, agir vite. Moi, j'ai trop souvent, malheureusement, des dirigeants d'entreprise qui viennent quand c'est un peu trop tard. Alors, ils viennent quand c'est trop tard, pas parce qu'ils voulaient se planter, ils viennent parce que c'est trop tard, parce que le dirigeant d'entreprise, par définition, c'est un optimiste. C'est quelqu'un qui croit qu'il peut s'en sortir et qui a raison d'y croire d'ailleurs. Simplement, il y a des moments où, quand on attend trop, on n'a pas les mêmes outils et on va le voir plus tard. Oui, ok. Ce qui nous amène à une autre notion cardinale, Roxane, justement. Donc, je vous ai dit, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Il y a une boussole qui guide tout dans nos échanges et dans les outils qu'on a à disposition. C'est la notion de cessation des paiements. La notion de cessation des paiements, vous allez le voir ensuite, elle oriente vraiment le dossier. Donc, en fonction de cette notion, si vous êtes en cessation des paiements ou si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas accès aux mêmes procédures et vous n'avez pas les mêmes leviers. Alors, comment se définit la cessation des paiements? La définition est assez simple, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. La définition, c'est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Qu'est-ce que ça veut dire pour résumer de manière très grossière? C'est quand vous n'avez plus d'argent pour payer vos échéances courantes. Vous ne pouvez pas payer votre loyer avec la trésorerie que vous avez, vous êtes en cessation des paiements. C'est assez simple. Alors, qu'est-ce qu'on retient? C'est les soldes créditeurs, mais c'est aussi les découverts bancaires. Si vous avez une ligne court terme de votre banque qui vous autorise 30 000 € de découvert autorisé, par exemple, eh bien, il faut les prendre en compte dans les disponibilités. Et en ce qui concerne le passif échu exigible, c'est vraiment le passif qui est dû. Si un de vos fournisseurs vous adresse une facture, mais qu'elle arrive à échéance dans 30 jours, il faut retenir la date d'échéance dans 30 jours, pas avant. Donc voilà, ça c'est vraiment une notion boussole, puisque en fonction de cette notion, on verra qu'on n'a pas accès aux mêmes procédures. Donc pour faire un peu de macro avant de rentrer dans le détail, quand je vous disais que j'avais une trousse de soins, une trousse à outils, on l'appelle comme on veut, en fait, c'est pas moi qui l'ai cette trousse, c'est une trousse qui m'est offerte par le Code de commerce. Le Code de commerce, il prévoit un certain nombre de mécanismes qui dépendent en fonction de la situation et donc de la procédure dans laquelle vous êtes. Pour résumer de manière assez simple, vous avez les procédures amiables, type conciliation et mandat ad hoc à gauche, et vous avez les procédures judiciaires. Et donc là, c'est ce qu'on entend, et je pense que vous connaissez un peu plus, à savoir la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Donc vous l'aurez compris, plus on va à droite, plus les choses ne sont pas forcément très bonnes, et plus on se rapproche de la fin, voire de la mort de l'entreprise. Si on poursuit un petit peu. Du coup, Mohamed, pour comprendre, si on revient juste une seconde sur la slide précédente, l'état de cessation des paiements, est-ce qu'il se situe à un endroit? C'est-à-dire qu'avant l'état de cessation des paiements, c'est des procédures à l'amiable et après, c'est des procédures judiciaires, ou alors c'est un petit peu plus compliqué que ça? Alors c'est un tout petit peu plus compliqué, mais bon, il faut bien justifier notre existence à nous les avocats. C'est que grossièrement et grosso modo, procédure amiable est égale absence de cessation des paiements, procédure judiciaire est égale cessation des paiements. En réalité, on va voir que
les frontières sont un peu plus poreuses. On peut ouvrir une conciliation en étant en cessation des paiements tant qu'on ne l'est depuis pas bien longtemps. Et on verra que pour ouvrir une sauvegarde, par exemple, il ne faut pas justement être en cessation des paiements. Donc, y a une frontière, et c'est celle qu'on a essayé de tracer justement entre ces deux familles de procédures, qui est en réalité pas si droite que ça. Elle est un peu plus en vague. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de retenir la philosophie. Vous avez d'un côté les procédures préventives amiables, qui sont plutôt destinées aux entreprises qui vont pas trop mal, et le traitement curatif, donc avec les procédures judiciaires, qui là, on est vraiment là pour quasiment couper le bras, puisque le bras va pas bien, quoi. Et toutes ces procédures se passent devant un tribunal ou alors ça dépend justement de procédures préventives et procédures un peu curatives? Oui, alors, il y a toujours, le tribunal est toujours pas loin de ces procédures. Parmi ces deux grandes familles, donc on l'a dit, on a les procédures, je reviens juste avant, procédures amiables et les procédures judiciaires. Dans tous les cas, c'est le tribunal qui les ouvre. Alors, dans les procédures amiables, par définition, elles sont confidentielles et c'est là leur intérêt principal, c'est que quand vous ouvrez un mandat ad hoc ou une conciliation, personne n'est au courant de ces procédures. Donc, pas vos clients, pas vos partenaires, pas vos fournisseurs. Les seuls qui sont au courant de la procédure, c'est vous, votre conseil éventuellement, le président du tribunal de commerce et les créanciers avec lesquels vous voulez discuter et obtenir des moratoires, obtenir des gels, obtenir des abandons. Donc c'est une procédure très forte parce que elle vous donne quasiment presque les mêmes outils que ceux que vous avez en procédure judiciaire, mais elle vous laisse entre guillemets seul mettre à bord, tranquille et ça ne s'ébruite pas. Donc les procédures amiables, hein, il y en a deux. C'est la procédure de mandat ad hoc et la procédure de conciliation. C'est des procédures préventives parce que justement, il faut les ouvrir avant que ça aille trop mal. C'est des procédures, on va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet avec le mandat ad hoc et la conciliation. Je vais volontairement pas trop rentrer dans le détail. L'idée, c'est pas de vous endormir. De toute façon, vous aurez accès aux slides ultérieurement. Mais c'est vraiment de vous donner les grandes lignes et puis quelque part peut-être de vous donner des réflexes. Donc sur le mandat ad hoc, c'est une procédure qui est destinée à des entreprises qui font face à des difficultés passagères ou prévisibles, mais qui ne sont pas en cessation des paiements. Donc ça veut dire que vous voyez au loin éventuellement l'impasse, le mur, la difficulté, notamment parce que, pour donner un exemple concret, par exemple, le bailleur de votre local dénonce le bail, parce que vous savez que vous avez l'un de vos clients qui va vous planter et donc il va y avoir un moment un creux de trésorerie, parce que vous avez le départ d'un salarié que vous ne savez pas comment remplacer et ça va forcément faire un trou aussi en activité. Donc c'est vraiment destiné à des boîtes qui voient la difficulté mais qui vont quand même pas trop mal. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on fait, c'est que on demande au tribunal d'ouvrir une procédure de mandat ad hoc. Donc c'est très simple, on remplit un dossier, donc on vous accompagne, on explique l'histoire de la boîte, on explique l'origine des difficultés et on explique ce qui, selon nous, peut être mis en œuvre pour justement sortir de ces difficultés. Et donc on va rencontrer le président du tribunal. C'est une rencontre parfaitement informelle. Ça se passe pas au sein d'une chambre ou d'une salle d'audience, donc il n'y a pas de public. Vous avez que le président et vous. Le président du tribunal de commerce, c'est un dirigeant d'entreprise, comme vous tous. Donc, il connaît les contraintes que vous rencontrez. Il les a lui-même rencontrées et il est vraiment hyper bienveillant. Moi, je tiens vraiment à l'indiquer, c'est que le tribunal de commerce de Lyon, peut-être même plus que les autres tribunaux de commerce de France, est très, très, très bienveillant. Mais c'est également le cas ailleurs, hein, que ce soit à Paris, que ce soit à Vienne, que ce soit à Marseille, à Aix, dans tous les tribunaux. Ils sont là pour faciliter la vie de l'entrepreneur, faciliter aussi le devenir de l'entreprise. Donc, ils vont pas vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est un point important parce que souvent, on a des dirigeants qui viennent un peu à reculons, qui ont peur de se faire juger. Ça, vraiment, je voudrais vous le dire que c'est vraiment pas le cas. Donc, on le rencontre, on lui explique notre problème, on lui donne les pistes d'amélioration. Il ouvre un mandat ad hoc, il désigne un mandataire ad hoc. Un mandataire ad hoc, c'est ni plus ni moins qu'un administrateur judiciaire qui vous est dédié pour vous accompagner dans les négociations. Et là, on discute. Donc, on discute avec les gens avec lesquels on veut discuter. Très souvent, on discute avec les banques. Donc, l'idée, c'est de dire aux banquiers, bon, écoutez, là, on a une période un peu difficile. Vous connaissez le contexte. On vous demande 6 mois, 1 an, 2 ans de gel pour nous permettre, nous, de nous remuscler un petit peu, de faire rentrer la trésorerie. Et après, on reprendra le paiement de vos échéances.
On lui explique et on lui explique son intérêt. Le banquier, lui, il préfère vous accorder un effort important plutôt que voir la boîte déposée et ne pas recouvrer le montant de ses lignes. Donc ça s'entend. D'autant plus que, et là c'est un point important, que ce soit en mandat ad hoc ou en conciliation, on va le voir après, vous changez d'interlocuteur. Par exemple, avec votre banquier, vous n'avez plus affaire au directeur d'agence ou à votre conseiller, vous passez aux affaires spéciales. Les affaires spéciales, c'est des gens qui sont qui taillent dans le gras à longueur de journée. Donc, ils ont l'habitude de faire des efforts, ils sont missionnés pour ça. Et donc, quand vous allez leur dire, écoutez, je ne vais pas vous payer pendant un an, ils ne vont pas tomber de leur chaise. Ça, c'est un point important. Est-ce que toi, tu remarques pour le secteur spécifique de l'immobilier, est-ce que les banques sont un peu plus clémentes en ce moment, étant donné la situation, que c'est quand même beaucoup lié à la hausse des taux d'intérêt? Alors, banque clémente, c'est compliqué. Ça, Roxane, je ne vais pas te mentir, les banques sont vraiment clémentes et encore moins aujourd'hui. Je pense que vous tous, vous vous en rendez compte. Ne serait-ce que dans l'accès au crédit, ça devient très très compliqué, même si ça s'assouplit un petit peu. En revanche, les banques, elles ont tout intérêt à pas faire tomber leurs clients. L'idée vraiment, et on va voir la grosse différence entre ces procédures amiables et ces procédures judiciaires. Donc je rappelle, procédure amiable, c'est mandat ad hoc et conciliation. C'est que on intègre les banques ou vos créanciers. D'ailleurs, on parle de banque. Ça peut être le crédit bailleur, ça peut être le bailleur, tout court même. Ça peut être un fournisseur. Enfin, ça peut être vraiment n'importe qui. On l'intègre dans ces discussions et on lui dit, c'est avec vous qu'on va trouver un accord. On n'a pas eu souhaité ouvrir une procédure collective, on verra après ce que c'est qu'une procédure collective, mais on n'a pas souhaité aller ouvrir un redressement, une sauvegarde, parce qu'on pense qu'on peut sauver les choses en amont, et parce qu'on veut vous associer à ça. Et donc vos fournisseurs, et notamment vos banquiers, je reprends l'exemple de banquier parce que c'est celui qui est le plus parlant, ils sont quand même assez sensibles à ça. Quand vous avez un dirigeant qui vient les voir en disant, écoutez, ça risque de sentir un peu mauvais, de tanguer ces prochains mois, mais j'en ai conscience et je vous demande un effort et vous allez voir ensemble, on va y arriver. Votre banquier, il est bien plus clément que si on le met dos au mur à la fin de la fin. Donc non, on y arrive assez rapidement, enfin rapidement. On y arrive rapidement dans la mesure où ces procédures, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles ont des durées maximum. On ouvre une conciliation ou un mandat ad hoc en général pour une durée de 4 mois. Donc ça va très vite. C'est-à-dire que en quelques semaines, on sait si on peut obtenir un accord ou pas. Donc ce n'est pas des trucs qui vont s'éterniser, qui vont durer des mois et des mois. Et donc, soit on obtient un accord, et auquel cas on rédige un protocole avec les personnes autour de la table, et donc on fige l'accord. Bien souvent, l'accord, c'est de dire vous nous laissez tranquille pendant un an, le temps qu'on puisse se remuscler, et on reprend le règlement derrière. Ça peut être un abandon aussi. Si par exemple vous faites rentrer quelqu'un au capital, vous pouvez proposer aux banques, on vous offre une porte de sortie. Moi j'ai déjà vu des dossiers où on est arrivé en disant on vous donne 30%, on vous paye 30% cash et vous abandonnez la totalité de votre passif bancaire. Parfois des banques qui veulent se désengager, ça peut les intéresser. Et donc une fois qu'on a cet accord, on le fait soit constater, soit homologuer, et on sort de la conciliation et vous reprenez votre vie de dirigeant d'entreprise de manière totalement normale. Même si entre-temps, comme je vous l'ai dit, c'est confidentiel, donc de toute façon personne ne le sait. Il n'y a pas de co-administration, vous êtes le seul maître à bord, vous demandez l'avis de personne pour embaucher, licencier, signer des contrats, vendre, acheter. Donc, mais là, pour le coup, vous n'êtes plus du tout en conciliation. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées. Roxane, comment tu vois les choses? On y répond au fur et à mesure? Oui, je pense que ça peut être pas mal pour justement pour les entrepreneurs individuels. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça vaut Eh bien, aussi? oui, ça fonctionne de la même manière. On peut évidemment utiliser ces mêmes leviers. Donc, peu importe la forme sociale, peu importe la façon d'exercer. C'est important aussi de le dire parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'est pas le cas, mais c'est le cas. Même pour vous donner un exemple encore plus extrême, alors c'est pas le cas pour vous, mais il y a des associations qui peuvent se faire aussi aider. Moi, j'ai déjà ouvert des mandats ad hoc, des conciliations et même des sauvegardes pour des associations. D'accord. Alors qu'il y avait une activité lucrative, mais ça reste des associations. Donc c'est possible. Super. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai un peu devancé la slide. La négociation, elle se fait soit avec les partenaires bancaires, soit aussi, et ça c'est hyper important, avec les créanciers sociaux et fiscaux. Moi, ce que j'appelle la banque à taux zéro. Quand par exemple vous avez un peu de passif fiscal social, on peut obtenir des gels. Donc tout votre passif fiscal social, URSSAF par exemple,
on peut l'étaler. En ce moment, on arrive à les étaler sur 24 mois et il n'y a pas d'intérêt. Donc, ça vous donne aussi une petite bouffée d'air frais quand même. Sachant que il y a aussi une stratégie derrière quand on ouvre, par exemple, une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Bien souvent, la boîte me dit « mais moi, j'ai pas tant de passif fiscal, social que ça ». Parce qu'elle n'avait pas anticipé l'ouverture. Et donc là, on peut se dire, on se laisse 1 mois ou 2, comme ça, on crée un petit peu de dette fiscale sociale, ce qui vous permet, vous, de payer vos fournisseurs privilégiés, de payer vos salariés. Entre nous, il vaut mieux planter l'État que planter vos salariés. Et derrière, on obtient un accord avec l'État sur l'URSSAF, la TVA, pour un étalement. Voilà. De la même manière, fournisseurs également. On choisit les fournisseurs qu'on peut mettre autour de la table. Je dis n'importe quoi, si vous avez des fournisseurs énergie, on peut les appeler aussi et obtenir un accord avec eux. Donc vraiment, c'est une solution qu'on construit et c'est une solution qui n'a pas de... Enfin, on fait un petit peu ce qu'on veut. Tant que c'est raisonnable et tant que c'est justifié, tant qu'à la fin, on est capable de montrer un prévisionnel à vos partenaires bancaires, publics ou fournisseurs en disant « si vous m'aidez, voilà comment ça va se passer et je sais que je vais m'en sortir », il n'y a pas de raison qu'ils refusent. Après, c'est de la négo. Est-ce que les fournisseurs aussi ont cette obligation de confidentialité ou pas? C'est hyper important ce que tu dis, Roxane. Et d'ailleurs, ce n'était pas préparé, mais toutes les personnes qui sont appelées dans le cadre de ces procédures de conciliation ou de mandat ad hoc, donc ces procédures confidentielles, sont tenues au secret. D'accord. C'est important, ça. Elles sont toutes tenues au secret. Et d'ailleurs, si elles en parlent, elles sont soumises à des sanctions. Et ça, c'est hyper important parce que même votre banquier n'a pas le droit de vous mettre sur un fichier, que sais-je, il est en conciliation, on a ouvert une procédure de mandat ad hoc, etc. Ça reste confidentiel. Et en fait, c'est assez simple. Les pouvoirs publics et notamment l'État, évidemment, souhaitent éviter que des boîtes déposent le bilan. Donc si on commence à dire on vous offre la possibilité d'aller vers des procédures amiables et confidentielles, mais qu'en même temps tout le monde le sait, en fait le dirigeant il va plus y aller. Donc là, pour le coup, le secret il est vraiment sanctuarisé. Je vois qu'il y a également une question sur le fait de recevoir un replay. Alors oui, bien sûr, comme l'a dit Roxane, vous recevrez le replay et en plus, j'ai demandé à ce qu'on vous transmette les slides que vous avez devant vous. Donc vous pourrez en reprendre connaissance ultérieurement. Tout à fait. Vous aurez une partie de ma trousse à outils. Donc on a évoqué les procédures amiables, donc procédures confidentielles, procédures qui viennent plutôt en amont des difficultés. Il y a aussi des procédures judiciaires. Les procédures judiciaires, leur grosse différence, c'est qu'elles sont publiques. Alors elles sont publiques, ça passe pas à la télévision, mais il y a des publications en Bodac. Donc si vous avez des partenaires, des fournisseurs qui mettent des alertes, ils vont le savoir. Typiquement, votre banquier, si vous ouvrez une sauvegarde ou un redressement, une semaine après, il vous envoie un petit mail. Enfin, il va le savoir également. Alors, pourquoi on ouvre des procédures judiciaires? On les ouvre bien souvent parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On les ouvre parce que soit la procédure amiable et confidentielle n'a pas fonctionné, et donc vous n'avez d'autre choix que de vous mettre sous la protection du tribunal et d'ouvrir une procédure judiciaire, ou vous l'ouvrez aussi parce que vous souhaitez utiliser la sulfateuse. C'est un peu ce qu'on s'était dit avec Roxane quand on avait discuté du sujet. Les procédures judiciaires type sauvegarde, redressement et liquidation, pour le coup, elles contraignent vraiment vos créanciers. C'est-à-dire qu'on leur dit, à compter de l'ouverture, vous n'avez plus le choix, vos dettes, elles sont bloquées, elles sont gelées, et même vous n'avez plus le droit de les payer. Donc c'est fort comme effet. D'accord. Donc même s'il y a la trésorerie qui va mieux, c'est pas si simple d'arrêter une procédure comme ça. Non, c'est pas si simple, mais surtout vraiment c'est l'effet. Nous on le voit souvent, par exemple, là en ce moment j'ai un dossier, alors je vais pas vous donner le nom, c'est confidentiel et en plus il n'est pas à Lyon, mais on est en train de négocier avec les banques dans le cadre d'une conciliation. Les banques nous demandent trop d'efforts, à la boîte. Donc nous on est en train de leur dire, écoutez, si jamais vous voulez pas revenir à des propositions plus raisonnables, nous ce qu'on va faire c'est se mettre en sauvegarde, et là en sauvegarde de toute façon vous serez scotché. Parce que la sauvegarde, comme le redressement ou la liquidation, a un effet, si vous devez retenir un seul effet, c'est le gel du passif. C'est-à-dire que tout le passif de la boîte, il est bloqué, on le met au chaud, pendant 6 mois ou 1 an, vous ne le payez pas de toute façon, et ensuite vous le paierez dans le cadre d'un plan. Donc là, on va peut-être rentrer dans le détail de la sauvegarde. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 procédures, sauvegarde, redressement, liquidation. La sauvegarde, elle a une condition, c'est justement de ne pas être en cessation des paiements.
C'est une procédure qui est light, mais qui a les mêmes effets pour autant, hein, à savoir elle reste publique, elle gèle quand même le passif, mais elle a plutôt vocation à s'appliquer aux entreprises qui sont non plus pas trop en difficulté. Donc comment ça se passe une procédure de sauvegarde? Mais pour le coup c'est similaire aux procédures de redressement et de liquidation. Donc c'est à l'initiative du dirigeant. Donc il n'y a que vous qui décidez de l'ouverture. On prépare un dossier, donc un peu pareil, hein, on explique l'origine des difficultés, on dresse une liste du passif, on dresse une liste aussi du carnet de commandes ou du chiffre d'affaires que vous avez dans le pipe, et on va voir le tribunal, et on demande au tribunal d'ouvrir une procédure. Donc on est convoqué en audience, là c'est la différence par rapport aux procédures amiables, c'est que c'est vraiment des audiences, hein. Vous avez devant vous le président, vous avez ses assesseurs, vous avez un greffier, vous avez le procureur, donc il y a un côté un peu plus solennel. Donc le tribunal vous écoute, nous écoute, et derrière ouvre la procédure. Donc s'il estime qu'on remplit bien les conditions, il ouvre une sauvegarde. S'il estime qu'on remplit les conditions du redressement, il ouvre un redressement, liquidation, sachant que notre job, nous avocats, c'est quand même d'ouvrir la bonne procédure. C'est vraiment exceptionnel qu'un tribunal refuse d'ouvrir une procédure qu'on lui demande d'ouvrir. En général, on a quand même un peu analysé le dossier et on sait quelle procédure s'applique à quel dossier. Donc vous avez la procédure qui est ouverte, et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une période d'observation qui s'installe. Pendant 6 mois minimum, la boîte, elle est, entre guillemets, un petit peu surveillée par le tribunal. Cette période, elle sert à quoi? Elle vous donne le temps de préparer un plan. Puisqu'à la fin le but, c'est de sortir par un plan. Si on est en sauvegarde, c'est un plan de sauvegarde. Si on est en redressement, ça sera un plan de redressement. Le plan, c'est quoi? C'est simplement, comme je vous l'ai dit, on a mis au chaud tout le passif de la boîte. Donc le passif de la boîte, hein, je reprends toujours, hein, mais c'est le fiscal, le social, le bancaire, même un peu de salaire s'il le faut. Et tout ce passif-là, on va l'étaler dans le cadre d'un plan qui peut aller jusqu'à 10 ans. Et là, c'est un plan également sans intérêt. Donc il n'y a pas d'intérêt sur le plan. Donc vous vous rendez bien compte que sur quelque chose, sur un passif que vous deviez régler en 6 mois ou 1 an, et qu'on tout d'un coup transforme et lisse sur 10 ans, bah, mécaniquement, ça donne un gros bol d'air à l'entreprise. Et c'est encore plus important si on considère en plus les 6 premiers mois avant l'adoption du plan, où là, tout simplement, vous ne le payez plus. Donc ça donne quand même un petit bol d'air. Autre point important, c'est que vous avez un arrêt des poursuites en plus du gel du passif. Donc si vous aviez un créancier qui vous assigne injonction de payer, huissier et compagnie, dès l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation, pouf, tout d'un coup, il ne peut plus vous assigner, il ne peut plus vous poursuivre. Donc là, si vous avez un huissier qui se présente, vous dites, monsieur l'huissier, voilà, je suis en procédure de sauvegarde, donc vous pouvez rentrer chez vous. Donc c'est vraiment très fort comme effet, hein. C'est pour ça que je parle de sulfateuse. C'est peut-être un peu violent, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que vos créanciers, ils sont scotchés. Autre point important, le dirigeant reste à la tête de l'entreprise. Ça, c'est important. Vous n'êtes pas dépossédé, hein. Simplement, en redressement, à la différence de la sauvegarde, sur certains actes importants, il faut la validation de l'administrateur judiciaire. Donc ça, c'est pas très compliqué en réalité. L'administrateur judiciaire, c'est pas un dirigeant d'entreprise. Il est là pour vous accompagner. Il n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, si je bascule peut-être en redressement pour vous donner une vision un peu plus exhaustive, la grosse différence en redressement par rapport à la sauvegarde, l'une des grosses différences plutôt, c'est la capacité de prise en charge par les AGS. Les AGS, c'est quoi? C'est un organisme qui couvre le salaire. Ce qui veut dire que si par exemple au moment de l'ouverture du redressement, vous avez des impayés de salaire, je dis n'importe quoi, d'1 mois par exemple sur vos équipes, les AGS vont prendre en charge ces impayés. Donc là aussi, c'est un vrai bol d'air si vous pouvez soulager comme ça facilement 1 mois de masse salariale. Donc ça, mis bout à bout avec le gel du passif, plus un plan sur 10 ans, bah, vous voyez rapidement que derrière, normalement, si les choses ne se passent pas trop mal, vous êtes en mesure de reprendre une activité assez rapidement et dans de bonnes conditions. Il y a juste un élément, et ça c'est lié au caractère public, mais je pense que vous me voyez venir, la sauvegarde, comme le redressement ou la liquidation, j'en parle pas, mais comme la liquidation, sont publics. Donc derrière, les clients, ça sera peut-être un peu plus dur d'aller chercher du mandat, d'aller chercher du client, d'aller chercher du business. Il faut se le dire. Alors après, ça dépend de votre secteur d'activité. Quand on est en B2C, quand on a affaire à des consommateurs, le consommateur, il s'en fiche du Bodac.
le consommateur, il va pas aller sur société.com pour savoir si vous êtes en sauvegarde ou en redressement. Donc il y a moins d'impact, mais quand même, il faut le savoir. Là où quand vous êtes en B2B, c'est un petit peu plus difficile. Parce que derrière, voilà, vos partenaires vont le savoir. Et puis, vous avez des concurrents aussi qui peuvent peut-être un peu, entre guillemets, dire du mal de vous. Donc c'est pour ça que dans ce type de procédure, moi je recommande tout le temps de vraiment communiquer. C'est pas compliqué d'expliquer que on ouvre une sauvegarde, on ouvre un redressement de manière technique. Il faut bien expliquer ça. Les procédures, faut expliquer qu'elles sont pas subies. D'ailleurs, elles sont pas subies parce que c'est vous qui les ouvrez. Oui, Roxane. Il y a une obligation de prévenir des partenaires, type des logiciels qu'on utilise, à partir du moment où on est dans ces situations-là. Non, il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Après, s'ils sont en plus créanciers, ils vont être informés par le mandataire qui va leur demander de déclarer leurs créances. Mais non, il n'y a pas d'obligation d'informer quiconque dans ces procédures. D'accord. Voilà un petit peu sur les procédures judiciaires. Non, on approche un petit peu du temps limite, je crois, Roxane. Ouais, tout à fait. Il nous reste quelques petites minutes. On dépasse un peu, mais il me semble qu'on arrive. De toute façon, la liquidation judiciaire. Ouais, on arrive à la fin. Peut-être sur la liquidation, je vais pas vraiment en parler parce que la liquidation, c'est quelque part la mort de la boîte. Donc on va éviter. On va éviter. Ça n'a pas beaucoup de sens et il n'y a pas vraiment de levier. On pourra en discuter si vous le souhaitez ultérieurement. Juste peut-être deux choses et j'en terminerai par là. Donc là, on a évoqué les motivations qui peuvent vous conduire à ouvrir des procédures amiables ou judiciaires. Il y a aussi une autre motivation qui doit être importante pour vous et que vous devez bien garder en tête, c'est que vous avez, vous, en qualité de dirigeant, aussi l'obligation de prendre des mesures. Lorsque, par exemple, vous êtes confronté à une difficulté, il vous faut normalement soit ouvrir une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, soit ouvrir une procédure judiciaire. Si vous ne le faites pas, on peut estimer que vous commettez une faute de gestion et derrière le tribunal peut vous sanctionner. Ça peut être par exemple l'interdiction de gérer, ça peut être le fait de prendre sur cette denier perso le passif de la boîte. Donc c'est pour ça qu'en plus de sauver votre boîte, il y a aussi un aspect qui est important dans nos missions, c'est de protéger le dirigeant. Parce que le dirigeant, il a une vie après sa boîte, enfin avant sa boîte, il aura probablement une vie après sa boîte. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Et puis autre cas de figure, il y a aussi des opportunités de reprise à la barre. Vous l'avez probablement vu, il y a des dossiers aussi où il y a des boîtes qui sont allées au bout du process, qui n'y sont pas arrivées, qui déposent, et qui, même avec les efforts et la trousse à outils à disposition du tribunal et de leur avocat, on n'arrive pas à trouver des solutions, et auquel cas on cherche un repreneur. Ce qu'on appelle un peu la reprise. Vous avez dû voir la série Tapis, vous voyez un peu le mécanisme. Et là, pour vous, ça peut être aussi des leviers de croissance et de consolidation. Moi, je suis persuadé que dans votre écosystème, à terme, les acteurs vont un petit peu se consolider et c'est ce qui va leur permettre peut-être de passer les périodes difficiles. Donc voilà, alors ça c'est un autre thème, on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais voilà, ça vous fait. Merci beaucoup, Mohamed, pour toutes ces clés quand même. On voit quand même, comme tu le répétais au début, qu'on peut anticiper avant d'arriver sur de vraies difficultés et que c'est justement là la clé, c'est d'agir un peu le plus tôt possible dès qu'on a un peu des signaux d'alerte. On avait une question, du coup Valérie demandait pour la sauvegarde à qui on pouvait demander l'ouverture de cette procédure. Alors on demande toujours au tribunal. D'accord, toujours au tribunal. On prépare un dossier, on remplit un dossier qui est pas très compliqué, hein, franchement, je vous le dis parce que c'est pas un épouvantail. Et ensuite, on le dépose au greffe du tribunal, le tribunal vous convoque et c'est à ce moment-là qu'on ouvre une procédure. Et pour rebondir, Roxane, c'est hyper important sur ce que tu dis. Plus on agit tôt, plus on a des leviers. Moi, je préfère limite qu'un dirigeant vienne me voir et que je lui dise, mais attendez, vous allez très bien, rentrez chez vous, il n'y a pas de procédure à ouvrir, plutôt qu'il vienne me voir quand c'est trop tard et là, je dis, franchement, on a éventuellement le redressement, voire la liquidation, mais on n'a plus grand-chose à faire, donc on est limité. Donc ça, c'est vraiment, s'il y a un message à retenir, c'est allez embêter votre avocat, c'est pas grave. Appelez-le, envoyez-lui un mail, prenez rendez-vous, même si à la fin il vous dit, écoute, on s'est vu pour rien, c'est pas grave, mais anticipez. Mieux ça.
Très clair. Non, non, mais bah, c'est complètement ça et du coup pour ceux, enfin si jamais voilà, vous vous reconnaissez un peu dans des débuts de difficultés, bah, voilà, on vous met aussi le contact de Mohamed si vous avez, voilà, une question par Oui, rapport au webinaire ou, besoin de plus d'informations ou autre, hésitez pas. On a mais moi ou un autre, hein, je veux dire, le oui, oui, principal, c'est bien sûr, que on est devant. Je vois une question aussi qui est posée, comment est rémunéré l'avocat? Bah, très simplement, l'avocat vous fait une proposition et vous l'acceptez ou pas, mais voilà, c'est de gré à gré. Il n'y a pas de prise en charge, entre guillemets, par l'État. C'est un prestataire comme un autre. d'accord. Et si par exemple, mettons, c'est dans une session de paiement, il y a vraiment plus de trésorerie, comment ça se passe dans ces cas-là? Bah, déjà, alors, l'avocat, normalement, s'il n'est pas mauvais, il vous trouve des solutions pour Oui. trouver un petit peu de trésor assez rapidement. Mmh. Donc, et puis surtout, l'avocat, normalement, il est censé vous rapporter un petit peu plus qu'il vous coûte. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, Complètement. normalement, on trouve de la trésor déjà pour sauver la boîte, et donc on en trouve un petit peu pour payer les honoraires des avocats. Pour payer les honoraires. Très clair. Après, Heu, bon, on s'adapte. Enfin, moi, je le dis à titre perso, on tire pas sur une ambulance. mmh, Moi, j'ai souvent des clients, on se dit, bon, écoutez, on vous sauve d'abord et on voit après. oui, Donc, ça s'entend. Enfin, tout est question de pondération. Et voilà, moi, je suis pas sur une activité one shot. bien sûr. Mon but, c'est que les sociétés survivent, qu'elles soient contentes, et qu'elles soient contentes de mes services. Et derrière, on voit comment on fait. Bah, parfait. Je vois qu'il est midi passé. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient sur le chat. En tout cas, vous avez les coordonnées de Mohamed si vous souhaitez, enfin s'il y a d'autres questions, peut-être un petit peu plus spécifiques aussi à votre agence, voilà, un peu plus confidentielles. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup Mohamed pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Et puis, je pense que ça a éclairé pas mal de personnes sur les différentes procédures et les différents stades. Bah, Euh, écoute, voilà. merci à toi, Anne, merci à Mainotari. J'espère que ça vous aidera. C'est un peu dur de condenser tout ça dans un si peu de temps, mais à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et puis, on se revoit peut-être à un prochain webinaire. Mais avec grand plaisir. Et puis voilà, vous recevrez les slides et le replay tout de suite, là, dès qu'on va terminer l'événement. On vous souhaite à tous une très bonne journée. On vous dit à bientôt dans un autre webinaire. Et puis, vu l'heure, un très bon appétit. Au revoir à tous. Au Bonne journée. revoir.